Dans le cadre de la Fête des Amériques, organisée par l'IPEAT, Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse, l'historien Romain Robinet, maître de conférences HDR en histoire contemporaine à l'Université d'Angers et membre du laboratoire Thémos, était invité à présenter son livre à la librairie Ombre Blanche jeudi 19 mars 2026, Naissance de l'indigénisme, le Mexique au XXe siècle, paru aux presses universitaires de France. Il était en dialogue avec Guillaume Bocara, anthropologue et historien à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là à Ombre Blanche pour cette rencontre qui s'inscrit dans la Fête des Amériques. Je m'appelle Guillaume Godin, je dirige l'IPEAT. C'est un sigle énigmatique qui veut dire Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse, qui appartient à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Et on a l'habitude, avec la librairie Ombre Blanche, d'organiser des rencontres sur les Amériques, un cycle qui s'appelle Americas. Et on profite à la fois de cette fête de Ciné Latino qui commence demain pour organiser ce soir et demain soir 2 rencontres sur le thème du Mexique, puisque cette année, le thème du festival Ciné Latino, c'est le Mexique. Pourquoi ? Attention, c'est une question histoire. Et c'est les 200 ans de la coopération diplomatique entre la France et le Mexique. Voilà, donc ça explique cette thématique et qu'on va développer ce soir. Et demain, je commence par demain avant de parler de ce soir. Demain, c'est une rencontre sur un livre d'une anthropologue qui s'appelle Sabine Guèze et qui a travaillé sur une ville à la frontière du Mexique, et ça se passe à 18h. À 18h, voilà demain. Et ensuite, c'est le début du festival Ciné Latino. Il y a une projection sur un film aussi très anthropologique à l'Utopia Borde Rouge à 20h30. Donc pour les acharnés du Mexique et des cultures américaines, vous pourrez venir à 18h et me suivre à 20h30 à l'Utopia Borde Rouge. Et ce soir, j'ai le plaisir d'introduire cette rencontre qui est une présentation du livre de Romain Robinet, qui est là, qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. Vous connaissez le thème et son intervieweur, je ne sais comment on appelle la personne qui interroge l'autre dans un contexte de librairie, ça porte un nom ? Animateur. Est-ce que tu acceptes, Guillaume, d'être animateur ? Voilà. Donc, l'animateur du soir est Guillaume Bocara, un collègue anthropologue, historien, qui est spécialiste du Chili, mais qui a aussi parcouru l'Amérique latine en tant qu'attaché de coopération culturelle universitaire, et notamment au Mexique, et aussi tout son intérêt sur les questions de peuples autochtones, comme on dit, ou indigènes, mais je pense que vous allez nous expliquer le mot qu'on doit utiliser, comme ça pour moi ce sera plus simple pour parler des populations qui vivent en Amérique. Donc merci beaucoup à tous les deux, on vous laisse la parole maintenant. Merci beaucoup Guillaume, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci à Maxime, merci à Ombre Blanche de nous recevoir. Je vais présenter très brièvement Romain, en des termes un peu formels, et puis après je lui donnerai la parole pour une première question pour qu'il nous parle un peu de lui, parce que derrière un chercheur, un parcours, un itinéraire, il y a une personne, et donc pour savoir comment est-ce qu'il est arrivé à travailler sur le Mexique. Donc Romain Robinet est historien, spécialiste de l'histoire politique et sociale du Mexique au XXe siècle. Alors notamment, il a travaillé sur la Révolution mexicaine, sur le Mexique dans la Première Guerre mondiale, et il a un livre antérieur sur les étudiants dans la Révolution mexicaine. Donc il a travaillé sur la jeunesse et le monde étudiant. Le Mexique aussi de Lázaro Cárdenas. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, on va y revenir, parce que ça a été un personnage central dans l'histoire de l'indigénisme au Mexique. Et puis désormais, c'est aussi un spécialiste, on le verra à travers ce livre, de l'indigénisme mexicain. En gros, de la manière dont le Mexique a abordé son problème indien. Je mets des guillemets, ou la question indienne, de ce que lui appelle une histoire politique de l'altérité, ou de ce que d'autres appellent, parce qu'il nous en parlera certainement, il y a un renouveau de l'histoire de l'indigénisme, des régimes nationaux d'altérité. En gros, on va y revenir souvent. Qu'est-ce qu'un Indien, qu'est-ce qu'un indigène, comment est-ce qu'il est construit, fabriqué, comment réagit, enfin c'est quoi ?
Ça paraît une question évidente, mais je crois que c'est très bien pour nos étudiants pour montrer qu'il n'y a pas de questions idiotes et qu'à chaque fois on doit reprendre nos connaissances à la base et on va poser cette question de qu'est-ce qu'un Indien, qu'est-ce qu'un indigène. Il est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Angers. Il est membre aussi d'une unité de recherche du CNRS qui s'appelle TEMOS, Temps, Monde, Société. Et comme je vous le disais, en plus du livre qu'on présente ce soir, Naissance de l'indigénisme, il a écrit un bouquin qui a été publié en 2017 aux presses universitaires de Rennes, La Révolution mexicaine, une histoire étudiante. Alors, il a par ailleurs participé à la direction de 2 ouvrages collectifs, de la jeunesse en Amérique, 20e, 21e siècle, qui va paraître ou qui est déjà paru au PUR, qui est déjà paru aux presses universitaires de Rennes, et puis un bouquin auquel ont participé d'ailleurs nos collègues, Guillaume Godin qui est ici, les collègues de Toulouse, Modesta Suarez, Marion Gautreau, Emmanuel Pérez-Tisserand, Sonia Rose, sur la fabrique du Mexique, conflit, altérité et communauté. Voilà, il a de nombreux articles, vous pouvez regarder sur Internet les revues Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, qui est online, la revue 20e siècle, dans les Annales, il a publié Estudios Mexicanos, Historia Mexicana, voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, Revista de Indias en Espagne, donc pour ceux qui sont intéressés, au-delà en plus du livre, il a un grand nombre de publications qu'on peut trouver sur Internet. Mais bon, ce soir, on parle de cette naissance de l'indigénisme. Mais avant de commencer, comme je le disais, c'est toujours intéressant pour en savoir un peu plus que les titres et les publications. J'aimerais savoir comment Romain, tu en es arrivé à travailler sur le Mexique, quel a été ton itinéraire, l'importance du Mexique dans ta formation professionnelle et peut-être aussi affective, individuelle. Comment tu en es arrivé à travailler sur le Mexique et puis de fil en aiguille à travailler sur ce thème-là, on verra, de l'indigénisme. C'était un gros morceau. Tu as eu beaucoup de courage de t'y frotter et on verra comment fondamentalement ce livre renouvelle la vision et la perspective qu'on a sur l'indigénisme au Mexique. Donc je vais revenir sur, disons, mon cheminement, le cheminement scientifique qui a présidé finalement à cette dernière recherche qui porte sur l'indigénisme et donc ce qu'on pourrait appeler la question indigène au Mexique au XXe siècle. Alors je suis passé par, je dirais, plusieurs états ou en tout cas par plusieurs recherches. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, j'ai d'abord commencé par l'étude de la guérilla urbaine au Mexique dans les années 1970. Quelque chose qui s'apparentait, disons, aux années de plomb en Italie, mais pour le Mexique, à la fois le Mexique urbain et le Mexique rural. Et ensuite, je me suis posé la question, je me suis posé cette question de manière différente, c'est-à-dire que j'avais, avec la guérilla, analysé des étudiants qui voulaient faire la révolution, et je me suis dit, peut-être, ça serait intéressant d'observer des étudiants en situation révolutionnaire. Et donc, je me suis intéressé au mouvement étudiant à l'époque de la Révolution mexicaine, c'est-à-dire durant la première partie du XXe siècle, entre 1910 et les années 1940. Et en faisant cette recherche sur le mouvement étudiant, sur les représentants étudiants dans les années 1910, 1920, 1930, j'ai pu voir qu'il y avait une véritable obsession de la race chez ces représentants étudiants qui venaient de la bourgeoisie ou d'une partie, disons, favorisée des classes moyennes. Une obsession de la race parce qu'il y avait une sorte d'apologie d'un discours qu'on pourrait qualifier de métis et qui se condensait chaque année le 12 octobre dans la commémoration de la découverte, entre guillemets, de l'Amérique. Et donc la fête étudiante par excellence, dans l'entre-deux-guerres, c'était la fête de la race chaque 12 octobre. Et donc il y avait cette question de la race, en fait, de l'unité nationale, de l'intégration nationale, et les étudiants partageaient, comme le gouvernement mexicain, une sorte de mantra qui était incorporer l'Indien à la civilisation, qui était un de leurs objectifs, comment incorporer l'indigène à la civilisation métisse, au progrès national, comment créer une société homogène sur le plan racial avec une idée de race qui est une idée de race d'avant la Seconde Guerre mondiale, donc avec une dimension, je dirais, indissociablement culturelle et biologique. Et donc voilà, c'est cette idée de race qui m'a mené vers l'indigénisme parce que je cherchais un autre terrain d'observation pour comprendre comment la question raciale était appréhendée. Et donc l'indigénisme,
dans mon esprit, dans ce que je lisais à ce moment-là, c'était donc un courant animé par des anthropologues au service de l'État qui déployaient une série de politiques publiques pour intégrer les indigènes à la nation. D'accord. Justement, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Moi, je voudrais juste vous dire, pour vous éclairer, ceux qui ne connaissent pas forcément le Mexique, c'est que quand j'ai vu ce bouquin arriver, j'ai dit quel culot, quel courage, il est téméraire, parce que pour ceux qui connaissent le Mexique, s'attaquer à l'indigénisme, c'est un peu comme si en France, on voulait revisiter l'histoire de la Révolution française. Enfin, c'est énorme, c'est un totem mexicain, c'est un patrimoine. On avait l'impression que tout avait été dit et avait été écrit, bien qu'en France, on n'avait pas beaucoup de livres. Le livre que les gens, enfin, les travaux que les gens lisaient encore, c'est les travaux de Favre sur l'indigénisme. Mais en tout cas, au Mexique, c'est tellement présent, enfin, on n'a pas envie de s'y frotter. Et puis, c'est tellement complexe qu'il y a tellement de sources qu'on n'a vraiment pas envie de s'y frotter. Je me suis dit, waouh, quel courage de s'y frotter. Et puis, en plus, il s'y frotte en nous disant qu'il va nous donner une nouvelle vision de l'indigénisme. À mon sens, c'est pas pour vendre le bouquin, c'est réussi. Vous verrez, hein, je pense que ceux qui liront le bouquin seront vraiment agréablement surpris. Roman en parlera certainement, ça fait partie d'un renouveau, comme je le disais en introduction, d'un renouveau de la lecture de cette histoire de l'indigénisme. Hein. C'est pas simplement propre au Mexique, il y a des nouvelles lectures de pays dans lesquels on pensait qu'il n'y avait pas du tout d'indigénisme, comme le Chili ou l'Argentine. Et je trouve qu'en travaillant sur des nouvelles sources, ou en lisant les sources d'une autre manière, en leur posant d'autres questions, on arrive à lire les choses d'une autre manière. Et puis le contexte y est aussi pour beaucoup. C'est qu'au cours des 30-40 dernières années, on a eu un protagonisme des populations indiennes assez fort. Elles étaient présentes. On va parler de leur pouvoir d'agir ou de l'agentivité, comme on dit, ou agency ou agentividad. Il y a vraiment une présence très grande. Donc le chercheur, il est aussi, lui, d'une certaine manière, comme il est plongé, il est dans cette réalité, il y a aussi une influence de ce qui se passe autour de lui pour relire le passé à partir de questionnements présents. Et donc ces mouvements indiens ont été aussi importants dans la relecture de l'indigénisme. Et puis d'autres grilles de lecture théorique, on va y venir. Mais la première question que je poserai à Romain, c'est c'était quoi l'indigénisme avant toi, en gros, et puis après on verra c'était quoi un Indien. Et c'est quoi un Indien? Parce que c'est pas évident du tout comme question. Oui, alors il y a plusieurs définitions de l'indigénisme. Je dirais qu'il y a deux grands sens qu'il faut relier. Il y a un sens qui existait, je dirais, quand je me suis immergé dans cette littérature scientifique, qui était que voilà, l'indigénisme, c'est une des dimensions de la construction de l'État. C'est comment l'État organise, déploie, met en œuvre, met en place des politiques publiques à destination de citoyens qui sont considérés, qui sont regardés, étiquetés par l'État comme étant indigènes. Donc ces politiques publiques, c'est des politiques scolaires, des écoles spécifiques pour indigènes, par exemple des pensionnats pour indigènes. Cela peut être aussi des politiques sanitaires, des campagnes de vaccination, des politiques qui permettent de doter le pays d'infrastructures et qui sont en tout cas à destination de régions considérées comme indigènes. Donc ça, cette dimension, pour en faire le grand récit, disons que le mot indigénisme se cristallise à la fin des années 1930. C'est un mot vraiment qui est consacré en 1940 lors d'un grand congrès interaméricain qui réunissait aussi bien les États-Unis, le Mexique, le Brésil que les pays andins. Et ce congrès interaméricain s'est déroulé dans une région, dans un État fédéré du Mexique, qui est le Michoacán, dans la ville de Pátzcuaro. Alors là, sur cette image, vous avez justement une des couvertures médiatiques de ce congrès, donc, qui était le premier congrès indigéniste interaméricain. Et ce congrès a débouché alors sur l'organisation dans les différents États d'Amérique latine d'instituts indigénistes. Donc c'était vraiment un courant continental et le Mexique en était le chef de file, dans la mesure où le Mexique avait accueilli ce premier congrès et le Mexique a, je dirais, hébergé l'Institut indigéniste interaméricain à Mexico de 1942 jusqu'à 2009.
Donc c'est une histoire qui est quand même finalement relativement récente. Et en 2009, l'Institut indigéniste interaméricain a donc fermé ses portes. Et donc il y a à la fois une action nationale et il y a une action là à l'échelle des Amériques de coordination, de référentiel de ce qu'est l'indigénisme, comment mettre en place de manière scientifique les meilleures politiques publiques à destination des indigènes. Donc ça, c'était le premier sens. Et très rapidement, en fait, quand on observe les usages du terme, on se rend compte qu'il y a un deuxième sens qui est tout aussi important, qui est ce qu'on pourrait appeler l'indigénisme indigène. Mais on va en reparler tout à l'heure, mais pour le présenter dès maintenant, en fait, l'indigénisme a été porté par les États, oui, mais il a aussi été porté par des organisations qui se sont identifiées comme indigènes. Là, je prends un exemple d'une qui a été la plus importante et qui s'est constituée dans les années 1940, qui s'appelait la Confédération nationale des jeunes indigènes, qui a ensuite changé de terme, mais on voit bien là l'ambition de mouvements qui vont reprendre cette étiquette indigène qui est source aussi de politique publique, source d'une action de l'État, et ils vont la transformer en catégorie militante. Donc l'indigénisme a donné lieu aussi à un continuum d'organisation sociale, alors qui avait généralement une durée de 15-20 ans, hein, c'était des cycles militants, disons, et qui s'est poursuivi durant tout le XXe siècle. Et donc il y a vraiment une participation des indigènes, de représentants indigènes à l'indigénisme, avec un discours qui était à peu près le même discours que celui de l'État, c'est-à-dire que l'incorporation de l'Indien à la civilisation était une chose nécessaire. Et ces représentants indigènes demandaient à être incorporés. Alors justement, ces représentants indigènes, parce que ça c'est une des choses nouvelles que tu apportes dans le bouquin, tu poses la question qui semble évidente de prime abord, c'est qu'est-ce qu'un indigène ? C'est quoi un indigène ? Alors pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'Amérique latine, pour eux c'est évident qu'il y aurait des Indiens, et puis des métis ou des cholos, des gens mélangés, et puis des criollos ou des blancs. Mais toi tu dis, attention, c'est très compliqué en fait, c'est pas du tout une question évidente de savoir qui est indien et qui est indigène, qui se définit ou qui on définit comme indigène. Et tu nous dis, les luttes, il y a eu des luttes ethnopolitiques, mais aussi des luttes de classement. Donc tu reprends cette idée de Bourdieu dans sa leçon inaugurale au Collège de France qui dit il y a des luttes de classe mais aussi surtout des luttes de classement. Donc je te pose cette question à 24 €, le prix du bouquin. Qu'est-ce qu'un indigène ? Alors la question en fait c'est aussi l'enjeu du livre et finalement l'idée c'est d'historiciser cette question, c'est-à-dire qui pose cette question, qui y répond et comment ceci varie-t-il dans le temps. Donc si on posait cette question-là au XIXe siècle, les élites scientifiques et politiques argueraient de l'existence d'une race indigène ou de plusieurs races indigènes au pluriel, avec ce discours qui vient du XIXe siècle, alors même qui est presque antérieur, hein, parce que le terme de race commence déjà à prendre son envol dans le discours des naturalistes européens au XVIIIe siècle, mais on le retrouve chez les élites du Mexique indépendant au XIXe siècle. Et à partir du XXe siècle, et je dirais surtout après la Première Guerre mondiale, les anthropologues là, vont davantage mettre en valeur l'idée de culture. Le mot race va être conservé durant un temps, mais le terme de culture va permettre de complexifier, de nuancer les choses. Et après la Seconde Guerre mondiale, et après les horreurs du nazisme, après la Shoah, eh bien, le mot race est décrié, et rejeté, et c'est finalement l'idée de culture qui va être utilisée. Et donc, ce schéma-là, on le retrouve dans les recensements. Cette histoire intellectuelle, c'est aussi une histoire de l'État qui recense ses citoyens, qui d'abord va demander à ses agents de considérer plutôt la race des habitants, et ensuite plutôt de documenter leur culture, leur habit, leur culture matérielle, pour les faire entrer dans la case indigène ou non. Sachant qu'une constante tout de même, en plus de la race et de la culture, c'est la langue qui est utilisée là comme un critère. Mais
disons que se poser la question de qui est indigène, c'est surtout une question d'État, initialement. C'est comment on considère, comment on pense la population pour identifier une catégorie qui est une catégorie qui doit être incorporée ou intégrée, selon les langages de l'époque. Alors, pour complexifier la question, c'est que on est aussi dans une société qui est une société post-impériale, post-coloniale, qui a été façonnée par un processus de métissage. Alors le métissage, là aussi, a toute une série d'acceptions. À l'époque de la colonisation, le métissage, c'est la dégradation. C'est vraiment quelque chose qui est rejeté. Mais en tout cas, il y a eu un brassage qui fait que, je dirais, les citoyens ne sont pas dans les mêmes conditions de racisation que, par exemple, les afrodescendants aux États-Unis. Où là, il y a vraiment un héritage direct de l'esclavage et une opposition binaire blanc-noir et ce que Pape Ndiaye appelle une condition noire. Ici, il y a plutôt une sorte de porosité entre la possibilité d'être métis, en tout cas de s'identifier comme métis, et la possibilité de s'identifier comme indigène. Alors ça, c'est le choix, on peut dire, du citoyen. Et ça peut être aussi le choix de l'État, que de dire, tel village ou telle population est métisse, ou bien tel village, telle population est indigène. Donc tout ceci pour dire qu'il n'y a pas vraiment de définition. Et actuellement, depuis les années 2000, nous sommes dans le registre de l'auto-identification. Et donc le pourcentage d'indigènes dans la société, au Mexique comme en Bolivie, est aussi variable que le produit intérieur brut. Et ça, c'est très intéressant pour faire juste une aparté, c'est que lorsque moi j'arrive au Chili en 1989, et pour travailler avec les populations mapuche, qu'à l'époque on appelait Araucanes, et que je discute avec les Chiliens, on me dit il n'y a plus d'Indiens ici, il n'y a plus d'Indiens purs déjà. Donc il y avait encore cette conception de la race ou de l'identification indienne comme une espèce de pureté biologique, où on me dit il n'y en a plus. Et puis il se trouve qu'en 93, il y a un recensement, 1993. Et là, on s'aperçoit qu'au Chili, il y a 1 400 000 Mapuche. Et en plus, ils s'appellent Mapuche, ils ne s'appellent pas Araucan. Donc ce n'est pas un hétéronyme, un nom qui est donné par les autres, mais c'est eux-mêmes qui se définissent comme des gente de la tierra, ou du territoire, des personnes du territoire et de la terre. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le jour du recensement, j'étais chez un ami qui, à mon sens, n'avait rien d'indien. Sauf qu'il était, lui, solidaire des luttes indiennes. Et lorsque la personne du recensement est venue, il a dit qu'il était Mapuche. Donc il y avait aussi une revendication politique dans son acte. Donc là, on voit bien que, alors, du côté des Chiliens, ce que les Mapuches appellent les Winca, eux, il y en a certains qui se sont revendiqués Mapuche. Et puis inversement, il y avait des communautés Mapuche, on appelait Mapuche parce qu'elles étaient rurales, au sein desquelles ils ne parlaient plus la langue, ils ne parlaient plus le Mapudungun. Il y avait eu des mélanges depuis l'époque coloniale, donc il n'y a même plus un phénotype qu'on pourrait définir de Mapuche. Ils avaient été pénétrés pendant la dictature de Pinochet par les groupes évangéliques, donc ils avaient laissé les pratiques chamaniques de côté, par exemple, ils n'avaient plus la même conception de la personne, et ils avaient été pénétrés par les pentecôtistes, donc on aurait pu dire a priori qu'ils n'avaient plus rien de Mapuche, et pourtant ils maintenaient une singularité. Donc on voit que c'est très complexe de savoir ce que c'est que l'Indien. Et là maintenant, pour rentrer un petit peu plus, alors on a voulu poser ces grandes questions au départ pour montrer que c'est pas du tout évident. L'indigénisme c'est quoi, l'Indien c'est quoi. En gros, ce à quoi on est confronté. Alors juste, je te coupe parce qu'il y a quand même deux choses qui me viennent à l'esprit qui sont importantes. Alors déjà le fait que la catégorie, le terme indigène, c'est une catégorie qui va englober toute une série de groupes ethnolinguistiques qui sont très différents entre eux. Donc il y a un côté comme ça exonyme qui va englober, qui va subsumer finalement des groupes qui ont des processus de constitution qui sont très différents. Et ça me semble être un aspect important. Et le second aspect, alors là je me suis un peu perdu. On va revenir. On va y revenir, j'imagine, par la question que je vais te poser. Oui, voilà, c'est aussi pour clarifier, c'était par rapport à ce que disait Guillaume Gaudin en introduction, c'est que là, on a peut-être introduit de la confusion à certains moments, dans la mesure où il y a beaucoup. En fait, ces termes-là sont largement synonymes, en tout cas au XXe siècle. C'est-à-dire que dans les sources des années 1950,
le terme indien, indigène, cohabite allègrement avec autochtone, avec natif, voire avec aborigène. Hein. Alors pour nous, aborigène, ça évoque l'Australie, mais en fait, dans l'espagnol, et aussi bien, je dirais, du côté des anthropologues indigènes, blancs ou métis, que du côté des représentants indigènes, tous vont manier ces termes-là de manière, comme s'il s'agissait de complets synonymes. Alors bon, on a semé peut-être la confusion, enfin c'était voulu, hein, parce que maintenant qu'on a déconstruit, on va essayer de reconstruire quelque chose à partir de là pour montrer... C'est le métier de chercheur, en fait. Tu déconstruis où il y a des problèmes mal posés, et donc il y a des mauvaises questions, donc il n'y a pas de réponse. On va essayer de montrer un peu quelles sont les hypothèses de Romain, mais en tout cas, la question indigène dans les Amériques, elle pose le problème du gouvernement de l'autre, ou du gouvernement de l'altérité, de comment on construit le corps de la nation. Et qu'est-ce qu'on fait de ces autres qu'on définit comme autres, sans qu'ils aient voix au chapitre. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, et avec l'indigénisme au Mexique, comme le disait Romain, c'est que les anthropologues et les historiens y participent. Donc on a un savoir produit par des scientifiques. Et donc il y a un savoir qui prétend à l'objectivité, qui dit que à un moment donné les races existent, puis après les races n'existent plus, et puis il y a ça qui existe à sa place. Donc on est, nous, historiens anthropologues, en train de travailler sur des gens qui auraient pu être nos collègues, qui étaient nos collègues il y a 40-50 ans, et qui étaient vraiment au top de l'anthropologie de l'époque, des grands anthropologues, qui ont participé à la production de ce savoir sur les indigènes. Donc on est en fait, nous, et tu travailles sur ce qu'on pourrait appeler l'articulation entre la production d'un savoir et l'exercice d'un pouvoir, parce que finalement il s'agit pour l'État mexicain d'exercer un certain pouvoir, et on verra que c'est pas blanc et noir, ou indien et blanc, je dirais. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, et avant de rentrer dans comment tu relis l'histoire de cet indigénisme et des différents cycles que tu distingues, ce qui est assez paradoxal, c'est que l'indigénisme qui s'occupait de la question indienne, qui valorisait l'Indien, la race indienne, la culture indienne, on peut le voir aussi au niveau de la littérature, au niveau de l'art. Tous, vous êtes familiers un peu de ce que pouvait représenter Frida Kahlo à l'époque, un peu dans les années avant cette construction étatique de l'indigénisme. Mais c'est que cet indigénisme, il a contribué, paradoxalement, à travers ses productions, et à l'invisibilisation du pouvoir d'agir des Indiens. C'est-à-dire qu'il a, comme on dirait en espagnol, silenciado l'indigène. En gros, l'indigène a continué à être parlé, comme il a pu, comme un espèce de ventriloque de sa propre histoire. Il a été invisibilisé, occulté, silenciado. Et toi, ce que tu nous montres, à travers ton travail et ta relecture des archives, c'est que l'indigénisme, c'est pas quelque chose qui vient d'en haut et qui s'applique de manière mécanique sur les Indiens, qui seraient comme des espèces de sujets passifs de cette histoire qui leur tombe dessus, mais c'est qu'eux, ils ont une agentivité, ils ont un pouvoir d'agir. Donc tu parles, et si tu peux nous en parler un peu avant de rentrer, je te laisse dans la foulée nous parler de ce cycle, de ces différents cycles de l'indigénisme. C'est quoi cet indigénisme des indigènes ? Alors, dans cette histoire, effectivement, dès que l'État commence à réfléchir à la question indigène avec l'optique de mettre en place une politique publique spécifique, dès le moment où la catégorie indigène se dissémine dans l'espace public, eh bien, il y a des citoyens, alors souvent du monde rural, mais éduqués, qui vont se reconnaître dans cette catégorie, qui vont dire « moi, je suis indigène ». Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe dès le début du XXe siècle, et cet indigénisme indigène apparaît peu à peu. En réalité, ce qui explique son apparition, c'est le fait qu'il y a un processus d'étiquetage au sein d'un groupe qui va se considérer comme indigène. Alors là, je le dis de manière très abstraite, mais pour être très concret, c'est parce que l'État a mis en place des internats pour jeunes indigènes que le mouvement... l'indigénisme indigène est apparu. C'est-à-dire que les jeunes qui étaient passés par ces internats ont pris pour eux-mêmes ce label, cette étiquette d'indigène, et ont commencé à s'organiser politiquement pour essayer de jouer un rôle d'interlocuteur auprès de l'État. Et donc à partir des années 30,
moment où se constitue ce réseau d'internats au Mexique. Il y a une 30aine d'internats qui sont mis en place dans les campagnes mexicaines, des internats pour Indiens. Et bien à partir de là, à partir du moment où sortent les premiers diplômés, apparaissent ces mouvements, je dirais, d'indigènes éduqués, comme ils s'appelaient à l'époque. Alors, juste un petit temps sur cette photo où on a le groupe des fondateurs de cette confédération des jeunes et communautés indigènes, donc qui surgit en 1946 et qui prend la suite d'organisations étudiantes indigènes qui étaient liées à ces internats. Donc on a affaire ici à des indigènes qui ne correspondent pas du tout à notre stéréotype de l'Indien hyper réel, c'est-à-dire qui serait amené à performer son altérité avec un costume traditionnel. Non, on a ici des gens qui sont, comme on dit au Mexique, des tacuches. Ils sont en costume cravate, et les leaders du mouvement sont évidemment ceux qui ont une cravate. Donc ça, en fait, ça a été un véritable problème pour les anthropologues mexicains et pour l'État mexicain. Parce qu'ils se sont dit, non, en fait, ils ont vu ce mouvement, et ils se sont dit, mais vous êtes plus indigène, en fait. Vous êtes métis. Vous êtes déjà incorporé à la civilisation. C'est pas la peine, là, de s'organiser comme ça. Donc, en fait, il y avait une dimension, finalement, paternaliste dans l'indigénisme de l'État. Et face à ce paternalisme étatique, il y a eu cette sorte de stratégie de subversion entreprise par ces jeunes indigènes, ces indigènes éduqués, qui ont demandé, eux aussi, à avoir voix au chapitre et à être présents dans les institutions qui prétendaient organiser les communautés indigènes et leur offrir une aide de l'État. Donc ça, c'est visible à l'échelle de l'État au Mexique, avec finalement un interlocuteur indigène qui se met en place, vaille que vaille, et qui va globalement s'imposer à l'échelle nationale. Alors dans les années 50-60, c'est déjà quelque chose de présent, et ensuite ça explose véritablement dans les années 1970, où là il y a toute une série d'organisations indigènes qui se mettent en place, qui sont très variées, qui ne sont pas forcément alignées sur le pouvoir politique, et qui donnent finalement à la catégorie indigène un côté contestataire. Mais initialement, il faut bien voir que cet indigénisme indigène était aussi une forme de collaboration avec l'État, ou en tout cas une manière d'avoir voix au chapitre par rapport à ce que l'État mettait en place. Alors là, on va voir maintenant les trois grands cycles de l'indigénisme que toi tu distingues. Le premier cycle est le cycle révolutionnaire d'indianité, donc 1910-1940. Ensuite, le cycle stabilisateur d'indianité, 1940-1960. Et le cycle polarisateur d'indianité, 1960-1980. Donc si brièvement, tu peux nous expliquer un peu, à partir de ce qu'on a dit, de ce qu'est l'indigénisme, de ce qu'est l'Indien et l'indigène. Finalement, ça renvoie à la constructuration d'un champ, où ce qui est important, c'est de savoir qui définit l'Indien, comment il définit l'Indien, qui est légitime pour dire ce qu'est un Indien, ce qui est encore un thème très actuel. Comment, ce problème politique central, comment on fait avec l'altérité, comment on fait avec la diversité, qui est le thème du politique, et comment on essaie de compliquer d'une certaine manière l'universel. Donc ces trois grands cycles, si tu peux nous les expliquer un peu brièvement. Oui, et pour simplifier et résumer les choses, alors je vais reprendre ce terme de cycle, qui est vraiment un des éléments forts de l'ouvrage, mais on pourrait dire plus largement naissance, vie et mort de l'indigénisme. C'est comme ça qu'on peut aussi le penser à l'échelle du XXe siècle. Donc la naissance au sens strict, le moment d'apparition, cela correspond aux années 1910, 1920, 1930, c'est-à-dire que c'est encore une phase d'expérimentation. Il n'y a pas une politique publique très structurée, c'est-à-dire que l'État tente des choses. Alors parfois ça commence dans une région. Il y a un anthropologue qui est très connu, alors j'essaye de retrouver, que vous voyez ici son ouvrage, qui est un peu une sorte d'ouvrage fondateur qui s'appelle Manuel Gamio. Alors c'est vraiment un ouvrage qui est très très connu au Mexique, il est considéré comme le père de l'indigénisme, même si c'est en fait un peu plus compliqué, mais
disons, Manuel Gamio, lui, est celui qui va largement contribuer à penser la singularité de la population indigène, et le gouvernement va lui confier une direction d'anthropologie qui a une visée expérimentale, qui va dépendre d'un ministère qui est le ministère du développement à ce moment-là. Et cette direction d'anthropologie va expérimenter des politiques à une échelle très réduite autour du site archéologique de Teotihuacan. Donc vraiment un site majeur et qui est considéré comme étant finalement un pont entre l'Indien du passé et l'Indien du présent. Et donc là, il y a une expérimentation au niveau sanitaire, en termes de réforme agraire, en termes de lutte contre l'alcoolisme, en termes de conditions de travail autour de cette zone. Mais c'est une expérimentation. Manuel Gamio aurait voulu développer cette politique dans tout le Mexique, mais c'est finalement resté à l'échelle de Teotihuacan. Toujours dans cette même phase, on a les premières politiques scolaires expérimentales, avec quelque chose, là il faut vraiment en parler parce que c'est un moment aussi un moment fondateur. Le ministère de l'Éducation publique organise à la fin des années 20 à Mexico une maison de l'étudiant indigène, une sorte d'internat indigène à Mexico, et le gouvernement de l'époque demande aux gouverneurs des États d'envoyer des jeunes indigènes, voilà, de race pure. Envoyez-nous des indigènes de race pure et on va faire une expérimentation et on va montrer que les indigènes sont aptes à recevoir le progrès et qu'on peut les transformer en l'équivalent des enfants scandinaves, qui était le modèle de blancheur et le modèle de civilisation du Mexique à l'époque. Donc voilà, ça c'était une expérimentation. Alors finalement, on considère que l'expérimentation est trop coûteuse, donc on va supprimer cet internat et on va créer plutôt des internats dans les campagnes. Mais tout ceci pour dire que cette première phase, c'est vraiment une phase d'expérimentation et le mot indigénisme n'est pas encore complètement stabilisé. On parle aussi d'indianisme à cette époque et il y a vraiment une toute timide apparition des indigènes éduqués autour de ces internats. Donc ça, c'est vraiment le premier cycle, le cycle révolutionnaire, parce que derrière, l'arrière-plan tout de même, un arrière-plan qui est omniprésent, c'est la révolution mexicaine à partir de 1910 jusqu'aux années 1940, qui est une période de grande transformation sociale et politique et qui fait pencher le Mexique à gauche. Alors, pas aussi à gauche que l'URSS, mais voilà, c'est un des modèles révolutionnaires du premier XXe siècle. Donc ça, c'est le moment de naissance, le premier cycle. Ensuite, il y a un deuxième cycle, là qu'on va qualifier de stabilisateur, parce que le Mexique a changé, c'est le Mexique du PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel, et on a aussi cette institutionnalisation des politiques publiques indigénistes. C'est-à-dire que c'est le moment où se met en place vraiment le grand institut indigéniste, qu'on appelle l'INI, l'Institut national indigéniste, qui est fondé en 1948, et qui va fonctionner jusqu'en l'an 2000. Donc encore une fois, une histoire relativement récente. Donc ça, c'est le cycle, disons, stabilisateur, le moment où l'action de l'État est vraiment à un haut niveau, je dirais budgétaire et en termes d'efficacité, et le moment où les indigènes éduqués s'organisent en mouvement aussi relativement stable. Et le tout sur fond de guerre froide. Ensuite, il y a un dernier cycle, qui est là le cycle polarisateur, et on s'achemine vers la critique ou l'agonie de l'indigénisme. C'est-à-dire que dans les années 1960, le panorama change. Le panorama change parce que, il y a la décolonisation, d'abord en Asie, puis en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, et tout ceci se prolonge vers la partie australe de l'Afrique. Et donc, cette question de la décolonisation, elle va amener de jeunes anthropologues mexicains à voir les choses de manière différente, et leurs idées vont infuser dans le mouvement indigène. C'est-à-dire qu'à partir des années 60-70, l'idée est que le Mexique entretient avec ses populations indigènes un rapport
de colonialisme interne. Alors si on pose les choses de cette manière, colonialisme interne, la solution c'est la décolonisation. Alors après le problème c'est comment on décolonise. Mais à partir de là, il y a cette idée de critique, de sortie du paternalisme indigéniste et faire en sorte que l'État puisse acheminer ces populations indigènes vers la décolonisation. Le tout avec participation des représentants indigènes qui désormais vont se réorganiser et vont fonder une organisation qui s'appelle le Conseil national des peuples indigènes. Donc on parle de peuples vraiment au sens de nation en puissance. Donc là, on a une vraie rupture. Il y a quelque chose qui traverse cette histoire, c'est le problème de la terre. Parce que fondamentalement, si à un moment donné on parle de colonialisme interne, c'est parce qu'il y a une violence symbolique qui s'exerce à l'égard des Indiens, mais c'est aussi parce qu'il y a une dépossession, où il y a une accumulation par dépossession, hein, comme l'a dit un géographe américain. Donc ce problème de la terre qui traverse tout ça, ce qui peut choquer, c'est qu'on se dit qu'entre 1910 et 1960, on commence à parler de colonialisme interne, où des anthropologues, eux, là, sont plus du côté de l'État, mais se disent on a fait que parler pour l'Indien, et l'Indien n'a pas eu voix au chapitre. Là, maintenant, il faut qu'il ait voix au chapitre. Et on évoque la notion de pillage culturel ou de nécessité de récupérer le contrôle culturel. Hein, c'est Bonfils Bataja qui parle de ça. Bonfils Bataja qui dit qu'il faut que les Indiens récupèrent non seulement le contrôle de leur territoire, mais aussi l'aspect plus symbolique. Il faut qu'eux aussi soient des producteurs de leurs connaissances et qu'ils reprennent le contrôle, ce qu'il appelait le contrôle culturel. Entre 1910 et 1960, on n'a pas un affrontement, je dirais, dur, frontal. On a l'impression que là, on est plus dans une logique où les populations dites qualifiées d'indigènes essaient de s'accommoder, tirent un profit heureux ou malheureux de ce qui est mis en place par l'État, essayent de jouer ou d'avoir une petite marge de manœuvre au sein des structures qui ont été mises en place par l'État. Mais il n'y a pas, comme après on pourra le voir dans le zapatisme à une autre époque, la volonté de construire quelque chose depuis la base, quelque chose d'autonome, territoire et autonomie, terre et liberté. Comment ça s'organise tout ça et pourquoi en 60 ça émerge de manière aussi évidente? Alors là, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que l'indigénisme, c'est vraiment un rapport de pouvoir entre l'État et les communautés indigènes. Et c'est donc un champ où la relation qui se noue est une relation de collaboration avec un rapport de force, mais qui est une relation de collaboration. Des résistances indigènes, de communautés locales. Alors, on en connaît, disons, globalement jusqu'aux années 1920, avec le cas des Diakis dans le nord-ouest du Mexique. Mais ça, c'est, je dirais, hors du champ de l'indigénisme. Et tu parles de la question de la terre. La question de la terre, elle est réglée. C'est la réforme agraire qui est mise en place à partir de 1915 par les gouvernements révolutionnaires. Alors parfois, il n'y a pas toujours de bonnes terres, parfois il y a le problème de l'irrigation, même très souvent, il y a des problèmes techniques, il y a toute une série de questions qui sont liées à la propriété de la terre qui quand même finalement découle d'une action de l'État qui octroie des terres aux communautés paysannes, paysannes et indigènes en ce sens. Et donc la question de la terre n'est pas... elle est sur le chemin de la résolution. Donc quand on demande plus d'indigénisme, on demande aussi l'accompagnement dans la réforme agraire. Parce qu'il y a deux choses, excuse-moi, je t'interromps juste, pour qu'on ait cette connaissance-là, c'est que il y a dans la réforme agraire, enfin on crée la propriété commune de la terre à travers les ejidos, je peux nous dire, et puis surtout à différentes époques, notamment l'époque de Cárdenas, il y a des millions d'hectares qui sont redonnés aux populations indiennes. Parce que... Oui, et alors ça c'est vrai pour le président Lázaro Cárdenas, donc, qui est au pouvoir entre 1934 et 1940, qui correspond aussi à un moment de front populaire à l'échelle mondiale, par ailleurs. Donc on peut l'ancrer dans cette galaxie des fronts populaires. Mais dans les années 1960, à la fin des années 1960, l'autre président qui distribue aussi beaucoup de terres, c'est Gustavo Díaz Ordaz, qui est quelqu'un qui a pratiqué le terrorisme d'État contre les étudiants en 1968, mais qui est aussi un grand acteur de la réforme agraire. Et son successeur, Luis Echeverría Álvarez,
lui aussi a largement développé la modernisation des campagnes et a poursuivi cet élan de réforme agraire. Donc en fait, la réforme agraire, elle suit un rythme, et c'est ce qui fait que l'indigénisme ne se concentre pas sur la possession de la terre, mais plutôt sur les questions de modernisation, d'engrais, d'accompagnement technique. La question de la terre, elle est prise en charge par l'État, mais d'une autre manière et avec une autre temporalité. Alors, deux dernières questions pour qu'après on fasse circuler un peu le micro, et pour montrer à quel point ce livre intéresse, je pense, bien au-delà des cercles américanistes, alors bien au-delà des cercles de chercheurs et d'étudiants, parce que c'est toujours, c'est ton style, c'est toujours extrêmement clair. C'est pas du tout avec un jargon, et quand tu utilises un concept, tu l'expliques tout le temps, donc vraiment ça se lit très bien. Mais en plus, ça nous parle parce que ça parle de deux tournants. L'Amérique latine en général, d'ailleurs, ça a toujours été intéressant comme une espèce de laboratoire, puisque bien souvent, les problèmes qui sont posés là-bas nous donnent un nouvel éclairage sur ce qui peut se passer en Europe. L'interculturalité, le métissage, le postcolonialisme. Voilà. Alors là, il y a deux questions. C'est le tournant néolibéral, dans les années 80-90, qui a traversé l'Amérique latine, où là, ce qui est dominant, c'est plus l'indigénisme, c'est une espèce de multiculturalisme néolibéral, assez intéressant d'ailleurs, parce qu'on met en avant la différence culturelle des Indiens, voire même on la crée, et on demande aux Indiens de se mettre en slip avec une plume, on leur demande de performer leur indianité, mais on considère qu'ils sont tous homo economicus, c'est-à-dire ils ont tous la même rationalité économique qui serait apparemment naturelle, selon les économistes libertariens ou néolibéraux. Donc là, on a une espèce de mélange où on est tous égaux ou tous les mêmes d'un point de vue de la rationalité, et on opère sous contrainte de temps et de budget et de rareté. Il y a le principe de rareté. Et puis on met en avant la différence et la diversité. Et c'est pas forcément quelque chose de très positif pour les communautés indiennes. On s'aperçoit ce multiculturalisme néolibéral. Comment ça se passe au Mexique? Ça, c'est la première chose que je veux te demander. Et puis comment ce laboratoire mexicain et américain éclaire ce problème politique du gouvernement des autres. De comment on gère la diversité, comment on fait avec la diversité. On en parlait avec Romain juste avant. Il y a quelque chose d'assez intéressant en Amérique latine, c'est que depuis les années 60-70, on a la structuration, ou ce que certains ont appelé la réémergence indienne, d'un mouvement indien. Ça s'est rarement expliqué en des termes racialisateurs ou ethnicisants. Bien souvent, alors le mouvement le plus emblématique, c'est les zapatistes, qui n'ont pas dit on n'est pas mexicain, on déteste le Mexique, mais plus jamais un Mexique sans nous. Alors à part de brèves moments où en Bolivie on a pu voir des gens qui détestaient le blanc ou qui substituaient la lutte des classes ou la lutte socio-ethnique à une lutte des races, souvent, enfin la plupart du temps, en Équateur, en Colombie, au Chili, en Argentine, on a des gens qui veulent réformer le corps de la nation à l'intérieur même de la nation, et pas du tout dans une optique séparatiste et qui cherche justement à échapper à cette idée de lutte des races. Donc comment est-ce que ce laboratoire américain peut aussi nous éclairer sur des problèmes qui aujourd'hui sont très concrets? Et puis on en parlait tout à l'heure, dernièrement, il y a aussi le thème afro qui est apparu dans des pays qui disaient qu'il n'y avait pas du tout de question d'afro-descendants. Alors le cas le plus emblématique, l'Argentine et le Chili, je dirais. Comment ça s'est été intégré dernièrement? Ça fait beaucoup de questions. Mais en tout cas, sur cette question-là de qu'est-ce qui se passe après cette politique indigéniste et où est-ce qu'on est aujourd'hui, peut-être dans les années 2020, 2015-2020, dans un type de néo-indigénisme? Oui, alors il y a plusieurs effectivement questions dans la question, mais en tout cas pour se concentrer déjà sur le premier temps qui est ce qui correspond aux années 1990, donc avec ce qu'on pourrait considérer comme la fin de l'histoire, c'est ce que dit Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, dès la fin des années 80 et dans les années 90, avec les conséquences de la chute du mur et de la fin sans gloire de l'URSS.
Eh bien, voilà, cette question du marché devient un mode de gouvernement, et donc le gouvernement mexicain met fin à la réforme agraire. Donc la réforme agraire qui a commencé à partir de 1915 se termine au début des années 1990. Donc c'est vraiment la fin là de cette impulsion qui venait de la révolution mexicaine et qui faisait de la question du partage de la terre un élément essentiel du politique. Donc, fin de la réforme agraire et en même temps, fin aussi de l'indigénisme, parce que cette idée de vouloir intégrer les populations à une nation homogène a commencé à battre de l'aile dans les années 1960. L'idée était plutôt de s'acheminer vers la diversité. Donc, on passe dans les années 1990 au multiculturalisme. Alors, ces deux mouvements se sont accordés. Mais pardon. Ces deux mouvements se sont accordés, mais il faut bien voir que ça correspond aussi à deux évolutions historiques qui n'étaient pas forcément liées au départ. Donc on a eu en même temps le multiculturalisme et le marché, et c'est seulement à une date récente, avec donc 2018 et l'élection de López Obrador, qu'il y a une sorte de politique néo-indigéniste qui se met en place, c'est-à-dire qu'on a rétabli un institut, alors qui ne s'appelle plus Institut national indigéniste, mais qui s'appelle Institut national des peuples indigènes. Donc toujours cette idée qu'il y a une diversité des peuples au sein de la nation. Et c'est à la fois Institut national des peuples indigènes et des afro-descendants. Donc il y a, finalement, la question des afro-descendants a été intégrée à cet institut. Donc on a toujours finalement une politique publique à destination de la diversité des autres avec un A majuscule. Alors ce qui change quand même sur un plan très récent par rapport à cette longue éclipse des années 90-2000 et encore des années 2010, c'est que depuis la fin des années 2010, et là très récemment, l'idée est que ce nouvel Institut des peuples indigènes octroie des ressources à des communautés indigènes qui sont identifiées sur un plan spatial, qui sont étiquetées comme telles, et qui vont recevoir donc directement des ressources de la part de l'État sans intermédiaire. Donc on rejoint cette question des ressources socio-économiques que tu évoquais avec la question de la terre, et on retrouve une forme de néo-indigénisme depuis une date très récente. Alors moi j'ai d'autres questions évidemment sur ce livre sur lequel j'insiste, vraiment très clair, très riche, qui nous donne un nouvel éclairage sur l'indigénisme. Peut-être qu'on en parlera après aussi, qui évite le biais nationaliste, ce qu'on appelle le nationalisme méthodologique. Il ne s'enferme pas dans le Mexique. Il nous montre qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de l'indigénisme au Mexique si on ne l'appréhende pas dans sa dynamique régionale. On ne se limite pas au Mexique, mais on voit vraiment ce qui se passe à l'échelle continentale, voire internationale. Donc en gros, c'est aussi un essai d'histoire connectée. Quelque chose aussi qui est très intéressant dans le bouquin, c'est que toi, quand tu es historien de formation, mais tu ne te limites pas du tout à ta discipline. Tu fais feu de tout bois. La sociologie, l'anthropologie sont très présentes. Donc là, on voit vraiment qu'à travers une approche pluridisciplinaire, on peut éclairer certains angles qui auraient été morts si on s'était limité à l'histoire. Peut-être une dernière question pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que c'est vrai que souvent, quand on déconstruit cette figure de l'Indien, de l'indigène, on dit alors il n'y a pas d'Indien. Et pourtant, nous, les anthropologues, quand on part sur le terrain, c'est pour étudier des singularités. Donc de ce point de vue-là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Puisque tu as déconstruit l'Indien, il n'y a pas d'indigène sans interaction, il y a une production historique de la différence, elle n'est pas donnée en soi. Donc on a plus d'Indiens, ou ils sont juste conjoncturels, ou ils dépendent juste des structures? Non, je pense que la vraie réponse, c'est que la singularité, c'est celle des groupes ethnolinguistiques et des communautés au sein d'un même groupe ethnolinguistique. Si on prend l'exemple du zapotèque, donc qui est parlé dans l'état de Oaxaca, il y a 60 variantes du zapotèque. Et entre ces variantes, il y a les mêmes différences qu'entre l'espagnol et le portugais. Alors, je sais qu'on parle tous portugnol, mais tout de même, ça montre bien qu'il y a de la singularité, et il y a de la singularité dans la singularité. Donc, alors, après, l'œuvre de l'État, c'est de créer de la cohérence
de créer de la totalité avec cette grande catégorie indigène qui va englober des populations qui ont quand même aussi en commun le fait d'être marginalisées, de vivre dans l'extrême pauvreté, dans des régions de refuge, pour reprendre une formule d'un anthropologue mexicain. Donc voilà, il y a de la différence, mais il y a aussi du commun dans cette catégorie indigène. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer aux commentaires, aux questions. Oui, une première question. Quelle est la place du sous-commandant Marcos c'était l'armée de libération zapatiste ou quelque chose comme ça, dans l'histoire de l'indigénisme? On peut prendre 2-3 questions. Alors, une autre question, c'est alors qu'est-ce qu'il y a après l'indigénisme? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de mouvements. Enfin, je connais surtout en fait je suis un petit peu au courant de ce qui se passe au Brésil. Et donc, il y a des mouvements d'indigènes, de personnes ou d'autochtones. Moi, je suis bien pour les deux termes. Et donc, est-ce que donc pour la première fois, pour la deuxième fois, il y a un indigène qui est au pouvoir, enfin une personne d'origine indigène qui est au pouvoir. Et donc, donc après l'indigénisme, est-ce que on peut dire qu'il y a un mouvement qui serait justement régional, comme vous disiez, et qui tende vers une prise de parole réelle et efficiente de la voix en fait des indigènes? Tu peux répondre, Romain, peut-être à ces deux je vais répondre à ces deux questions parce qu'elles sont très différentes et j'ai peur aussi d'oublier en chemin. Alors, je commence donc par la question liée au mouvement néo-zapatiste, le sous-commandant Marcos, l'Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Alors, en fait, cette histoire-là, c'est une histoire qui plonge ses racines dans les années 60-70, c'est-à-dire que dans le sillage, je dirais dans le sillage de la révolution cubaine de 1959 et plus encore après le mouvement étudiant de 1968 au Mexique, donc il y a une multitude de groupes de guérillas urbaines et rurales qui se créent. Et une partie vont tenter l'expérience dans des régions périphériques et vont s'implanter au Chiapas. Donc il y a plusieurs essais et il y a un groupe qui finalement se constitue à partir de 1983 qui va donner lieu à cet Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Alors dans ce mouvement, on pourrait dire plein de choses, mais c'est un mouvement déjà, c'est une armée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une armée qui est censée respecter les lois de la guerre et qui n'est plus vraiment une guérilla dans le modèle de Castro ou de Guevara. L'idée, c'est une armée qui va s'implanter sur un territoire et qui, à un moment donné, va organiser une insurrection. Alors, la zone Chiapas était très travaillée. Elle a commencé à être travaillée par cette guérilla, mais de manière antérieure, elle était travaillée déjà par un acteur dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est l'Église catholique. L'Église catholique qui, après Vatican II, s'est globalement convertie à ce qu'on pourrait appeler une pastorale indigène. L'idée qu'en fait, il fallait décoloniser l'Église et donner un rôle à des diacres indigènes, au Chiapas notamment. Donc, la population du Chiapas, la population rurale a commencé à être travaillée par cette église, qui était une église qui alimentait le courant de la théologie de la libération. Et en plus de cette église, il y avait une politisation parce qu'il y avait des vagues de militants maoïstes qui venaient dans ce territoire. Donc tout ceci a contribué à renforcer les rangs de cette armée zapatiste de libération nationale dans les années 80, qui finalement s'est lancée dans une stratégie insurrectionnelle en raison justement de la fin de la réforme agraire. Ça a été un peu le détonateur. C'est pour ça que c'est en 1994, la nuit du réveillon, le 1er janvier 1994, et il y a le traité de libre-échange avec le Canada et les États-Unis qui est signé, qui entre en vigueur au même moment. Donc c'est pour ça que cette histoire-là se produit à ce moment-là, en sachant que c'était quand même le logiciel de cette armée, c'était quand même un logiciel marxiste
et c'était pas du tout la catégorie indigène qui était mise en valeur. L'idée, c'était le soulèvement voilà, des classes prolétaires, de la paysannerie, et l'objectif de cette armée de libération nationale, c'était la libération nationale. Parce qu'il y avait aussi des cellules ailleurs, dans d'autres parties du Mexique. C'était une stratégie coordonnée à l'échelle nationale. Alors ça a complètement échoué, et comme ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une impasse, ils ont repris finalement le grand mot des Nations Unies, les peuples indigènes, et ils ont alimenté ce discours-là, en sachant qu'ils avaient une légitimité pour le faire, parce qu'effectivement, ceux qui étaient dans les rangs de cette armée zapatiste de libération nationale pouvaient être assez légitimement considérés comme indigènes. Donc voilà, c'est pour ça que là, on sort aussi de cette histoire de l'indigénisme, parce que là, c'est vraiment une histoire d'insurrection, et après de rapport de force dans cette région. Alors, est-ce que l'indigénisme existe encore, ou qu'est-ce qu'il y a après l'indigénisme ? Je dirais que c'est un peu comme le socialisme. Est-ce que ça existe encore ? Est-ce qu'il y a encore un projet de nationalisation des moyens de production ? Pas vraiment. Et il n'y a plus vraiment ce projet d'incorporer ou d'intégrer les indigènes à une nation homogène. Maintenant, c'est quand même l'idée de la nation plurielle. Alors, c'est toujours une nation, mais qui est plurielle, mais elle est au moins plurielle. Donc, il y a cette tension qui, là, est plus explicite qu'elle ne pouvait l'être auparavant. Et donc, je dirais que ce qui vient après l'indigénisme, c'est justement l'idée de lutter contre les formes de colonialisme interne et de faire en sorte de favoriser la pluralisation du Mexique comme d'autres nations. C'est pour ça que c'est plus vraiment de l'indigénisme. Après, il y a quand même un institut national des peuples indigènes et des afrodescendants, donc c'est un peu aussi quand même une action de l'État spécifique qui vise aussi à aider ces communautés-là. Donc c'est quand même sur le plan socio-économique une forme d'indigénisme qui ne dit plus son nom. Oui, merci. Moi, j'avais une question, j'en ai plein, mais je vais en poser qu'une. J'avais la question du rôle des sciences humaines et sociales, peut-être plus de l'anthropologie, mais aussi de l'histoire, de l'archéologie non mexicaine dans ce mouvement-là. Peut-être, je pense à la France, mais pas que. Angleterre, États-Unis, comment des chercheurs, peut-être, ont aussi participé, comme des chercheurs mexicains, ou influencé ce mouvement-là. Oui, alors là, il y a beaucoup d'éléments, mais de manière générale. Alors, la grande relation qui s'établit, c'est entre le Mexique et les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a d'autres cas de figure, mais la relation la plus structurelle, et je dirais même à un moment donné une relation symbiotique, c'est entre le Mexique et les États-Unis. Là, je parle des années 1930 et 1940. C'est à ce moment-là, et c'est aussi au moment où se constitue l'Institut indigéniste interaméricain. C'est aussi une bonne coopération, une politique de bon voisinage entre les États-Unis et le Mexique. Donc, je dirais qu'il y a voilà, les anthropologues ou les sociologues des États-Unis sont intéressés par le Mexique. Il y a ce qu'on appelle un processus de conquête disciplinaire. Et donc, c'est un terrain pour eux. C'est un terrain d'analyse. Alors après, est-ce que ce terrain débouche sur des politiques publiques ? Là, pas nécessairement, parce que là, ce sont les Mexicains qui sont à la manœuvre. Mais il y a effectivement un échange d'idées entre les deux pays, et je dirais qu'il y a des échanges d'idées qui se font au-delà. C'est-à-dire que les anthropologues mexicains des années 1940, en fait, ils ont affaire à une population indigène, et ils se disent, il y a d'autres pays qui ont affaire à des populations indigènes, par exemple l'Empire britannique. Oui, ils ont aussi des indigènes. Donc, ils lisent les auteurs, les anthropologues britanniques, et ils pensent à cette idée de gouvernement indirect, indirect rule, qu'avaient les Britanniques, et ils se disent qu'ils pourraient s'en inspirer pour le Mexique. Alors ça ne va pas forcément se traduire concrètement, mais c'est une référence légitime. Et ça, c'est légitime justement jusqu'à la décolonisation. À partir de là, le lien se brise, et on peut plus vraiment s'inspirer légitimement des empires coloniaux européens. Alors juste pour retourner ta question, il y a quand même un acteur dont on pourrait parler, alors je l'aborde très brièvement dans le livre, mais c'est Jacques Soustelle.
Jacques Soustelle, qui a été donc gouverneur de l'Algérie française au moment où il y avait déjà le soulèvement du FLN, donc c'était là en 1955. Jacques Soustelle, c'est un spécialiste des automies du Mexique central. Il connaît très bien l'indigénisme. Il a même été dans plusieurs congrès indigénistes, et donc il connaît la politique qui se met en place. Et il se dit, on va faire la même chose, on va s'inspirer du Mexique pour intégrer les indigènes d'Algérie. Et d'ailleurs, alors là, c'est vraiment un travail qui était... Alors, c'est pas mon travail, mais c'est un travail que je cite. Le mot même d'intégration que nous utilisons en français, qui nous semble hyper banal, en fait, est un mot de l'anthropologie mexicaine. La intégration, c'était justement une des justifications de l'indigénisme, comment on intègre une population à la nation. Et donc, Soustelle, le Mexicain, dans les années 50, alors connaît le sort... qui est aussi le sort des partisans de l'Algérie française. Donc après, c'est quelque chose qui a été décrédibilisé. Mais globalement, du côté de la France, jusqu'à la décolonisation, ce que fait le Mexique, c'est aussi inspirant. Moi, j'ai une question. Quel est le rôle? Parce que là, on voit beaucoup de Alors, quand même, photos. juste une petite différence, parce que je veux clarifier ma confusion. C'est que là, quand même, la grande différence dans tout ça, c'est que dans les empires coloniaux, les sujets ne sont pas citoyens. Hein. Et quand ils le deviennent, c'est des demi-citoyennetés après la Seconde Guerre mondiale. Au Mexique, ils sont tous citoyens, libres et égaux en droit, depuis le début du 19e siècle. Hein. Donc c'est aussi... on peut faire l'équation indigène égale indigène entre l'indigène des empires coloniaux et l'indigène du Mexique, mais sauf que c'est pas du tout la même chose sur le plan des conditions, je dirais, républicaines. Il y avait une communauté de citoyens qui commençait à se dessiner. On pourrait dire une communauté de citoyens au Mexique. C'était des citoyens. Oui, c'était des citoyens depuis très longtemps. Exactement. En fait, c'était comment on intègre ces citoyens. Comment on construit cette communauté de citoyens dans la diversité. Le rôle des femmes, parce que là, on voit beaucoup, parmi les anthropologues, tous ceux que tu cites, 99% sont des hommes. On voit que la plupart des dirigeants indigènes sont des hommes. Mais on en a très brièvement parlé tout à l'heure. Le rôle des femmes. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas de rôle des femmes, ou est-ce qu'encore une fois, comme on n'avait pas travaillé dessus, ou qu'elles ont été invisibilisées, occultées, et puis elles se cachent toujours derrière un homme qui récupère ce qu'elles ont pu faire. Est-ce que toi, tu as trouvé vraiment, à un moment donné, quelque part dans une organisation indigène, ou parmi ces penseurs et ces intellectuels d'État, une présence féminine? Alors, je dirais là, il faut distinguer deux plans. Alors, si on parle des anthropologues, là, le rôle des femmes est à la mesure de la féminisation de l'enseignement supérieur au Mexique, en fonction des femmes, des phases. Et donc là, par exemple, sur ce livre qui est un livre des années 70, 71, de eso que llaman Antropología Mexicana, donc vous avez plusieurs hommes, mais vous avez deux femmes, Margarita Nolasco et Mercedes Olivera. Et les autres sont des hommes. Donc là, ça c'est l'état dans les années 1970 des sciences sociales, où là, la féminisation commence à être vraiment beaucoup plus tangible. Et je dirais que cette question-là, elle dépend aussi du moment, de la chronologie, de la date que l'on va choisir. Donc ça, c'est pour le côté élite scientifique et finalement du côté de l'État ou de la critique de l'action de l'État. Du côté des indigènes, là, la situation est structurellement différente, parce que globalement, les communautés indigènes sont dominées par des gérontocraties masculines. Ceux qui dominent sont à la fois des hommes et des vieux. Hein, donc les femmes sont largement invisibilisées et soumises à un ordre patriarcal. Ce que font les indigénistes, c'est ils vont quand même essayer de rééquilibrer les choses. Et donc il y a quand même une action qui est spécifique pour les femmes indigènes. Il y a des internats spécifiques, notamment pour les jeunes indigènes, les jeunes femmes indigènes, les jeunes filles indigènes. Mais c'est la portion congrue. Je dirais là, pour donner un ordre de grandeur, dans les années 1940, il y a une vingtaine d'internats pour jeunes garçons et il y a 2 internats pour jeunes filles. Donc, c'est pas la même chose, c'est très déséquilibré, mais ça a le mérite d'exister dans un contexte, justement, où les communautés sont dominées par ces gérontocraties masculines. Et voilà, donc je dirais que cette question, elle devient plus importante dans les années 1970. Hein, c'est le moment où, en 1975, il y a l'année mondiale de la femme. Hein, je crois que c'est encore, on dit au singulier à ce moment-là.
Et donc, à partir de là, la question de l'empowerment des femmes indigènes se pose véritablement. Mais auparavant, c'est pas vraiment le cas. Je remercie infiniment Romain pour ce livre. Alors, c'est un livre dont on ressort plus intelligent, déjà. On a l'impression qu'on a compris, donc, parce qu'il est très clair. C'est un livre qui économise aussi beaucoup de temps, parce que quand il cite des auteurs, il ne les cite pas pour les citer. Il arrive à synthétiser vraiment ce qu'il y a de plus important et les hypothèses les plus importantes de ces auteurs. Ensuite, c'est un livre qui nous fait traverser l'histoire du Mexique depuis 1910 jusqu'à quasiment aujourd'hui. Et on aura bien compris que c'est un angle d'attaque pour comprendre le Mexique. Ça ne parle pas uniquement du problème indien, mais ça parle de la construction du corps de la nation. Et puis finalement, je pense que c'est un livre qui nous permet de prendre un peu de distance critique et donc de faire travailler un peu notre réflexivité sur ce qu'on est en train de vivre. Une époque de différentialisme, d'essentialisation des identités, d'absolutisation de la différence. Et bon, il y a 3 jours des élections, ça nous permet de réfléchir un peu sur ce qu'on va mettre dans quel bulletin de vote on va glisser. Donc c'est un livre salutaire en plus, je pense, politiquement, bien que il tombe pas dans ce travers. C'est pas un militant, c'est un militant de sa discipline, c'est un militant de l'histoire. Et je pense qu'en étant militant de l'histoire, militant de la sociologie et militant de l'anthropologie critique, on arrive à dévoiler des mécanismes de domination, on arrive à rendre compte de processus historiques sans se tromper de métier. Il peut être militant en tant que citoyen, mais là, il milite pour sa discipline et il nous prouve que l'histoire, d'abord, elle peut être accessible. Ensuite, elle nous aide à comprendre le moment dans lequel on vit et puis à relire le passé. Voilà, donc je vous merci beaucoup. Bon, ça m'a beaucoup plu merci. De lire ce livre. Et puis à très vite, puisqu'on continue avec cette semaine de l'Amérique. Merci à Guillaume. Et puis sur les zapatistes, je pense qu'on continuera à en parler au moment de l'histoire à venir, puisqu'on aura des grands spécialistes du zapatisme. Entre autres, il y aura Jérôme Bachet, qui vraiment a écrit des bouquins qui sont très très importants. Et je pense que ça complétera très très bien ce dont vient nous parler Romain, puisque là on aura le côté autonomiste depuis le territoire, anti-indigéniste au sens de ce que pourrait faire l'État, mais pensé depuis en bas, depuis le communalisme, depuis l'autonomie et pas l'hétéronomie. Donc je pense que ça complétera bien cette discussion d'aujourd'hui. Donc merci à vous et à très vite. Merci. Le livre de Romain Robinet, Naissance de l'indigénisme, le Mexique au XXe siècle, est édité aux presses universitaires de France. Romain Robinet a fait paraître aussi en 2017 aux presses universitaires de Rennes, La Révolution mexicaine, une histoire étudiante. La rencontre que vous avez écoutée a été enregistrée le 19 mars 2026 à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la Fête des Amériques organisée par l'Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse. Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.